Aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les pièces les plus célèbres et Jean-Christophe va nous raconter des anecdotes par rapport à ces pièces. Et on va parler aussi du marché des ventes aux enchères. Et pour ça, qui de mieux qu'un expert, J.C. Guyon. Merci à toi d'être venu. Je t'en prie, Clément, merci de m'accueillir dans ton antre. Déjà, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis expert. Alors expert, ça veut dire beaucoup et pas grand-chose. Moi, j'ai fait de ma passion un métier. Je suis un des 3 experts nationaux français, reconnus dans un syndicat officiel. Et mon métier, en fin de compte, c'est de constituer et créer des projets, donc des ventes, bien sûr, depuis maintenant la première 2005. Et en fin de compte, essayer de chiner des trésors et découvrir des pièces. Évidemment, bon, plus vous êtes connu, plus les gens viennent vous voir. Forcément. Et en plus, d'essayer d'influencer le marché. C'est-à-dire de plus en plus, actuellement, toute la sélection que vous faites de pièces, il faut savoir qu'une vente, c'est très spécifique. Ça dure 3 mois. C'est 3 mois de travail, une vente. Et vous jouez votre projet sur une journée. Donc, si elle fonctionne, c'est que vous avez touché les gens par rapport à vos découvertes, par rapport à vos recherches, par rapport en plus à l'évaluation des prix. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai que maintenant, les ventes ont changé. Moi, c'est simple, depuis 2005, les premières ventes, j'ai créé des ventes très originales. Moi, j'ai pas créé les ventes, mais j'ai créé un concept. Et mon public, en 2005, au Cercle Militaire, à Saint-Augustin, pour ceux qui connaissent, qui est une maison assez exceptionnelle. Dans mon public, il y avait que des anciens pilotes, que des anciens militaires ou des fils de pilotes. Voilà, parce que on était plutôt à l'ère encore de la collection. Et maintenant, dans nos ventes, vous avez toutes sortes de publics. J'allais dire ceux qui étaient collectionneurs je pense surtout à Breguet, anciennes, des choses comme ça. Maintenant, ça va être quasiment des fonds de pension qui vont vous l'acheter. Donc le public a énormément changé. Évidemment, les prix ont augmenté. Alors pas surtout. Pas surtout. Voilà. Mais et le deuxième, alors ça c'était le premier effet, ça a été eBay pour le marché de l'horlogerie. On l'a vraiment vu. Et le deuxième volet, c'était le confinement 2020 qui ont fait exploser les ventes. Est-ce que tu t'attendais à une explosion? Oui, parce qu'en fin de compte, alors déjà c'est très spécifique. Moi, je suis assez atypique dans ce domaine puisque je fais mes projets de A à Z. Souvent, les gens vous rendent des produits parce qu'ils veulent se racheter autre chose, etc. Ou ils ont changé de leur position d'achat. Après, vous allez écrire. Vous rentrez en écriture comme un moine. D'ailleurs, il faut savoir quand même qu'un vrai expert, parce qu'il y a très peu d'experts en fin de compte, vous avez plutôt des consultants ou des gens qui sont affiliés aux études. Un expert, pendant entre 10 et 20 ans, il est responsable de tout ce qu'il a notifié. Alors, quand on sait que ce soit l'automobile de collection qui est très lié à ce business et la montre de collection, ça vous engage puisque vous vendez un objet vivant. Au moment où je vais l'écrire, la pièce est parfaite. Le temps qu'elle arrive dans les mains du gars qui l'achète 3 mois après, il peut s'être passé beaucoup de choses. Donc, c'est en découvrant ce métier, parce qu'en général, tu es collectionneur, après tu deviens amateur, et en fin de compte, tu deviens expert à force d'avoir fait des projets. C'est en fin de compte, tu deviens, par exemple, dans certains domaines, déjà, la règle, c'est de vendre ce que tu aimes bien. Par exemple, moi, j'ai jamais été un fan de Rolex. T'en as vendu un peu quand même, non? Un peu. Je suis très mauvais en Rolex parce que je m'y suis jamais intéressé. J'ai toujours fait l'antithèse de ce que les gens, un peu de la mode du moment. Faut savoir que moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par mon oncle, qui était quelqu'un assez d'exceptionnel. On a eu une boutique aux puces dans les années 90. Il a créé la marque TOT. Time and Target. Si vous allez sur notre site, vous aurez tous les projets qu'on a pu faire. Il a fait plus de 30 projets pour les corps d'armée français à l'époque où c'était pas du tout la mode. Et on a refait ses montres. Par exemple, il était connu parce qu'il a fait la montre du GIGN, la première. Il a fait la montre du commando Hubert. Et la dernière fois que ces pièces avaient été produites, c'était ou Breguet ou c'était Blancpain. Sur la boutique Blancpain, à l'époque. Ils étaient là et il y avait 3 montres dans le musée.
Le militaire ne les intéressait pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait très belles photos parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant dans ce métier, j'ai fait beaucoup de photos. Là, je suis en train de travailler avec Alexandre Léger, que tu connais bien. Ouais. Je suis en train de travailler sur mon 2e livre, qui sera l'aventure de l'aviation à travers la montre. Le premier que j'ai pu faire, c'était le livre sur Breitling en 2014. Et quand tu achetais une Breguet chez moi, tu étais accueilli chez Emmanuel Breguet, il t'offrait le certificat. C'était très nouveau, hein, je parle de 2005. Et on a vendu cette pièce, la numéro 500 sur 500, je me rappelle, la personne arrive, faut savoir que c'est des pièces, très souvent, c'était les gens qui avaient les réserves des objets de l'armée réformés, qui récupéraient ça au hasard, parce que 90% des pièces militaires, que ce soit Dodane, Auricos, Breguet, ont été vendues au domaine, dans des caisses à savon. Je te raconterai un jour où j'ai acheté un des plus gros stocks militaires, où le gars m'a renversé, il m'a sorti un linge, et il a renversé une caisse à munitions, et il y avait en pyramide une 50aine de type 20. À l'époque, c'était 2000 francs pièce. C'est là que j'ai appelé Laurent Dodane, que j'ai bien connu, je les ai beaucoup aidés pour leur marque. Je lui dis, dis donc Laurent, tu as fait des Breguet avec un cadran chocolat, des Dodane avec un cadran chocolat? Il me dit non, jamais. Je lui dis, j'en ai 7 devant moi. Donc en fin de compte, toutes ces montres militaires qui intéressaient peu de personnes sont devenues très très cotées. Actuellement, c'est une des montres les plus mythiques sur le marché de la vente aux enchères. Et donc on a vendu la numéro 500 sur 500. La personne arrive, elle en a 2. On les retourne et je vois le numéro 500 sur 500. Bon, il espérait ça m'a beaucoup marqué. Et en plus, c'est une anecdote. Le jour de la vente, je la mets en couverture. Le jour de la vente, au moment de la lire, je m'aperçois qu'elle n'a pas de lunettes. Ah ouais, donc Tellement que la montre, faut savoir que c'est des montres que les militaires, c'est un outil de travail au même titre qu'une paire de pompes ou une chemise. La lunette, après je l'ai su avec des témoignages de pilotes, leur abîmer les chemises, ils l'arrachaient. Et comme à l'intérieur de la lunette avait un joint en acier qui avait dû se souder avec l'âge, c'était tellement bien fait que la montre était plus belle sans lunettes qu'avec une lunette. D'ailleurs, maintenant, elle appartient à un des plus gros collectionneurs au monde de Breguet, qui est très connu, un Américain, qui est un Français qui vit à New York. Voilà. Et un jour, comme je publie souvent de tout ce que j'ai vendu dans le passé, il m'a dit, c'est moi qui l'ai. Voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et dernièrement, le projet qu'on a fait en plein confinement avec Alex, où on a fait deux ans de travail et où on a vendu la montre d'Ettore et Bugatti. Oui, c'est vrai qu'il m'en avait beaucoup parlé. Ouais, ça c'est quelque chose qui nous a marqué. Où en plein confinement, un très vieux client à moi où je gérais ses collections, parce que faut savoir que notre métier aussi, c'est de gérer des collections, d'accompagner les gens. Et de les conseiller et de leur revendre aussi leurs produits au mieux. Faut savoir que la vente est le seul moyen où un collectionneur qui a plus de 300 pièces vient de voir en disant, écoute, je voudrais transmettre un pécule à mes enfants, ou je sais qu'on traitera mal mes produits quand je serai plus là, vends-les-moi. Et très souvent, ou alors, par exemple, les héritiers veulent rendre un hommage à leur père ou leur grand-père qui était collectionneur, et du fait, tu as une traçabilité, tu as un livre. Savoir que les premières ventes, tu avais un catalogue, tu avais, toute la salle était pleine, et tu faisais 80% dans la salle, avec des téléphones. Oui. Et en 2020, moi j'ai quitté Drouot en 2020, j'ai profité pour revenir, parce qu'entre 2005 et 2020, j'ai fait toutes mes ventes à Drouot. À Deauville aussi un peu, où j'avais créé Arcurial Deauville. Donc on est passé de 2000 visites à Drouot à 0. En plus c'était le confinement. Pas une demande, rien. Alors, je vous rappelle quand même qu'on travaille pendant 3 mois. Plus de 3 mois de travail, parce que en plus le métier, je t'en parlerai, a vraiment évolué, puisque du fait qu'on achète à distance, c'est énormément évolué. Mais tu travailles plus de 3 mois, tu commences à 14h, et là tu te rends compte, tu vois sur les réseaux qu'il y a 300 personnes connectées. Comme si tu avais une salle de 300 personnes. Et ça arrivait. Ça commençait un petit peu, les prémices, c'était depuis 2018-2019. Mais ça arrivait en 2020. Ma dernière vente de novembre, même celle que j'ai faite petite vente que j'ai faite en février,
il y avait 750 personnes devant leur écran. Mais comment tu estimes une montre? Alors déjà, la première chose, c'est l'état. C'est-à-dire qu'avant, les gens, très souvent, il faut savoir que tout ce métier, à midi, j'ai mangé avec un crieur de Drouot qui a 30 ans, 40 ans de métier. Avant, tu avais un public, 80% de marchands qui achetaient un objet, qui le faisaient retaper. Et qui le revendaient. Ça, il y en a toujours en soi. Il y en a toujours. Ça représente, chez moi, ça représente quoi? Allez, on va être gentil, 4%. Ouais, donc c'est zéro. C'est passé en gros de 40% à 4%. Parce que moi, je fais des ventes où on va dire, je travaille sur l'objet et je vends quasiment qu'à des amateurs. Alors le pro est bienvenu, mais très souvent, les prix sont plus chers que ce qu'ils achèteraient. Voilà. Et donc, du coup, ça les intéresse moins. Voilà, évidemment. Mais c'est surtout l'état du produit. Donc, dans un premier lieu, la personne arrive, tu as un objet, par exemple, on va parler concrètement, la dernière vente, j'ai vendu une Paul Rotter Jet en or qui a fait 5 couvertures presse nationale, qui avait un bracelet serpent. Bon, c'est un grand collectionneur qui l'a acheté, même Universal m'a appelé le lendemain, je trouve que j'aurais aimé qu'il l'achète, mais ils se sont réveillés trop tard. Et donc cette pièce, la personne arrive, cette famille, son oncle, qui était un banquier suisse, s'était fait faire quasiment 7 montres, je pense qu'il y en a peut-être 10-15 dans le monde. Sur mesure. Alors pas la montre en elle-même, mais avec ce bracelet-là, c'était des pièces de commande uniquement à Genève par le Universal. C'était l'équivalent de la constellation Omega avec le bracelet serpent. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et la personne, elle ouvre une boîte et dit, j'ai ça dans mon coffre depuis des années, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois l'objet, tu sais que c'est hors norme. En plus, bon, le timing est parfait puisque Breitling vient juste de racheter Universal, donc tout le monde du jour au lendemain ne parle que d'Universal. Déjà, tu regardes la rareté du produit, si tu n'en as pas vu beaucoup. Deuxièmement, première chose que tu regardes en premier, c'est l'état. Il faut savoir qu'une montre, on a un métier très compliqué de faire comprendre aux gens qu'une montre en très bon état, qui a 40 ans, ouais, c'est pas parce qu'elle est en très bon état qu'elle va fonctionner. Exactement. Ça, c'est très compliqué. Alors, moi, j'ai créé dès ma première vente, je crois être le seul à le faire, parce que tu n'es pas obligé de le faire, et au contraire, c'est mieux de rien marquer, puisque comme ça, bon. Bah, comme ça, mais tu t'engages à, mais tu t'engages à rien. Moi, ma première vente, j'ai fait un tableau des bois. Très bon état, dans l'état, etc. Voilà. Et il a fallu beaucoup que je forme les gens et les acheteurs, même encore maintenant, puisqu'il y a sans arrêt des nouveaux acheteurs, leur dire, voilà, cette pièce, elle est immaculée, elle est restée 30 ans dans un coffre, donc il va falloir que tu fasses une révision générale dedans, puisqu'on l'a pas faite avant, mais par exemple, dans la prochaine vente, le 24 mars, que je fais à Bordeaux-Quinconce, 80% des montres, je les ai faites réviser. Et après, il y a une deuxième très grosse tendance, depuis, on va dire, 2010, c'est la source. À qui elle a appartenu. Il faut savoir que la provenance d'un objet destiné au sport, à qui elle a appartenu. Un grand pilote, une personnalité célèbre, est devenue plus importante que l'objet lui-même. Alors évidemment, le cas d'école, t'as la Monaco de Steve McQueen, elle va faire des millions parce que tu achètes une légende. Tu achètes celle de Steve McQueen. Par exemple, celle qui s'est vendue aux États-Unis. Moi, j'en ai une, puisque avec mon oncle, on était les premiers à vendre ces montres. Et j'en avais une de Solar Production, puisque l'histoire, on la connaît. Solar Production, la société de production de Steve McQueen, avait, pour s'inspirer de Joe Schiffer, qui était le premier pilote sponsorisé par ER, avait commandé à Jacques ER des montres. Et en fin de compte, comme il lui a dit, trouve-moi des montres, et il lui a sorti des Monaco qui se vendaient pas. Et il en voulait beaucoup. Donc, il voulait au début une Tavia. Il a dit, non, ça vaut trop cher, ça marche trop. Bon, je te donne des Monaco. Il connaissait même pas. Et en fin de compte, ils ont fait le film avec ça. Et il en avait donné une à un de ses chauffeurs ou un de ses amis, qui dernièrement a été redonnée à la famille. C'est cette montre qui a fait des millions. Il l'a jamais portée,
Il aimait pas Ouais, sa ouais. montre. Il avait une Rolex. Ou une Anart dans La Grande Évasion. Ouais. Mais tu vois, les légendes, elles tiennent pas à grand chose. Et quand les gens maintenant achètent un objet, si tu as une montre un peu sympa, vintage, de pilote, ou tu adores t'as une vieille voiture de l'époque, ça c'est vraiment une très grande tendance. Avant c'était plutôt des collectionneurs, maintenant c'est des amateurs qui vont vouloir avoir 5-6 montres, ils vont pouvoir acheter une montre contemporaine. S'il a une bagnole sympa pour sortir le week-end, il va peut-être acheter, je sais pas, une ancienne IMA, Rallygraph, des choses comme ça. Mais maintenant, très longtemps, ils sont fait avoir parce qu'ils achetaient un objet par rapport au prix, très français. Maintenant, ils achètent un objet où le travail est dedans. Parce qu'on sait, il n'y a plus de pièces détachées, il n'y a plus d'horloger. Alors, il y en a plein, mais malheureusement, ils ont très peu de pièces aussi depuis 2020. C'est-à-dire les grandes complications des grandes manufactures qui sont faites entre la mi-90 et le début 2000. C'est très intéressant parce que c'est une très belle période où les boîtiers sont raisonnables, les complications sont exceptionnelles. Par exemple, si on parle en blanc-pain, les premières blanc-pain, par exemple, dans la dernière vente, on a vendu une Movado du centenaire en 87 pour acheter un quantième perpétuel en 87. Je peux dire que les gens n'étaient pas légion. Il faut savoir qu'il y a une période où l'horlogerie était le premier pays consommateur d'horlogerie dans les années 80, c'était l'Italie. Le reste n'existait pas. Oui, c'est vrai que l'Italie a été le précurseur d'un Voilà. bon nombre. Alors t'as l'Italie, et pour le sport, c'était l'Allemagne. Donc la personne qui achetait une grande complication dans les années 80, c'était quelqu'un qui était ou du métier, du sérail, ou qui avait une éducation. Et je vois, moi, depuis 3-4 ans là à Bordeaux, je vends beaucoup ces pièces de cette période, parce que je vois dans mes ventes où des gens qui les ont connus au sein de leur famille, ou qui rêvaient d'en avoir au début de leur carrière. Voilà, je pense à un quantième IWC de Venchi, par exemple. J'en vends très souvent dans mes ventes. C'était une montre avec ses anses amovibles qui a marqué les esprits, et j'en vends souvent en vente parce que c'est des pièces qui étaient inatteignables. Il faut savoir que le prix moyen d'une montre, moi on va dire jusqu'en 2017-2018, peut-être 2015, le temps passe tellement vite, tu vendais une très belle montre, et le plafond de verre c'était 3 000 €. Alors que maintenant, tu as vu qu'on est parti plus loin, c'est ça? Pour les mêmes produits actuellement, tu es entre 7 et 10. Ouais, tout ce qui Ça a est été des les réseaux, sociaux, c'est-à-dire que, je sais pas, tu prends une marque très pointue, comme Enicar, comme autre chose, c'était connu de personne, à part vraiment des gens très spécifiques, des collectionneurs. Maintenant, tu balances ça sur Instagram, t'as un Chinois qui va te l'acheter parce qu'il va le découvrir à l'autre bout du monde. Ouais. Faut savoir que le goût a changé aussi. Ça a beaucoup changé, tu le vois. Mais quand tu fais une vente aux enchères, donc du coup tu la prépares, ça prend 3 mois, et ben c'est ce que donc les gens, t'as une partie d'expertise, les gens, t'as aussi des gros collectionneurs qui veulent se débarrasser, donc voilà, tu regroupes, en moyenne, moi je fais pas plus, j'ai fait avant, mais je sélectionne 100 pièces. Ce qui est quand même déjà... Ce qui est énorme. Donc après tu les écris, t'en as certaines que tu fais réviser et autres. Après, moi, c'est la partie que je préfère, qui est assez atypique, puisque je le fais avec mes équipes, j'ai mes propres équipes, où moi, je fais la conception du catalogue. Là, tu racontes une histoire, oui, c'est comme un livre, c'est une science. C'est-à-dire qu'il faut savoir, moi, c'est ce qui moi, je viens de là, j'ai fait des livres de cuisine et tout dans une autre vie, et on fait au bureau de VWS à Bordeaux, on a notre studio photo, et là, je fais des photos. Pour moi, je mets un décor, je pose un montre dessus, et on la shoot. Ok. Tu verras le prochain catalogue. Il y a une photo, je pense, qui va faire le tour du monde, qui était la même montre qu'avait Armand, le sculpteur. Et on a fait ça sur un fond rouge, avec des marteaux, un peu des outils horlogers, un peu dans l'état d'esprit d'Armand. Voilà. En fin de compte, on conçoit le catalogue plus d'1 mois avant la vente. Après, maintenant, ce qui est un nouveau métier pour nous, c'est qu'on communique dessus auprès de la presse, auprès des réseaux, des newsletters. Faut que le catalogue, il arrive 15 jours avant, en général le jeudi d'avant la vente, c'est-à-dire 10 jours avant. Parce que les gens ont tellement d'informations maintenant. Et alors, ce qui est fou, c'est que maintenant, tu as des réseaux comme
Draw Live, les plateformes, Interenchères. Interenchères aussi a révolutionné les ventes. Moi, quand je suis passé de Draw à Interenchères, c'est simple, 80% chez moi, c'est Interenchères, 20% c'est Draw. Les acheteurs, je parle. D'accord. Parce Moi, que ça se fait exploser mes ventes. Draw, pour ceux qui ignorent, qu'est-ce que c'est? Et même Interenchères, est-ce que tu peux détailler un peu? Alors Draw, évidemment, c'est un regroupement de commissaires-priseurs et un endroit qui est pas loin, d'ailleurs on est à côté, où tu as plein de salles où tu peux avoir 15 ventes dans la même journée, thématiques différentes, qui existent depuis plus d'un siècle. Et donc c'était un temple. Ça a été très longtemps d'ailleurs, faut savoir qu'en France, ça a été très longtemps l'endroit qui était le plus important. Même je crois qu'il y a une étude française, je crois dans les années 60 ou 70, qui était la numéro 1 au monde. En termes de vente aux enchères? Oui, oui. Par exemple, D'accord. tu peux acheter un objet en 1905 qui était vendu à Draw. D'accord. Voilà, c'est un truc emblématique. Et tu as depuis l'informatique des réseaux, tu as des plateformes où tu te vois à la télé, là, puisque tu as des caméras comme ici. Nous, on fait même un service qui marche très fort où je fais mettre des caméras sur l'objet. C'est-à-dire que tu as une photo. D'un seul coup, on voit la caméra, tu vois le commissaire-priseur, j'annonce le lot. En même temps, tu as la photo du lot dans un coin. Et moi, je prends la montre et je la tourne. Je fais voir les détails en parlant, etc. et autres. Ok. Donc, on a maintenant, avec les réseaux, on a énorme comme toi, tes abonnés et autres. Moi, j'ai la même chose. C'est-à-dire que tu as des retours. J'ai acheté cette montre. Par exemple, je vends beaucoup de montres sur WhatsApp au moment. Je fais des vidéos des expos. Le gars qui est à Bourg-en-Bresse peut pas venir. Normal. Donc, du coup, Voilà. il va l'acheter en ligne. Par exemple, la prochaine vente, c'est 130 lots. Je crois qu'il y a 500 photos. Ouais, ça fait quand même beaucoup C'est de monstrueux. photos. Oui, c'est monstrueux. C'est-à-dire que tu as la montre. Bah oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre dans ce métier où tu as une photo foirée. Elle est en bon état, elle est gravée derrière, elle est ci, elle est ça. T'arrives, là, je fais 5 photos en moyenne. Et il y a tout. D'ambiance que tu retrouves Bien dans sûr. le Qatar et en ligne. Et tu vas voir le dos, le machin, par exemple. On le fait très souvent avec Alexandre sur des pièces historiques. Quand on en a, je le fais venir parce qu'il adore Cartier. On démonte tout. On fait la montre à plat, ça n'existe pas. Même chez Christie, je pense qu'ils le font pas. Ça t'évite quoi? C'est-à-dire que quasiment personne te demande rien. Ils ont déjà tous les renseignements. Et alors, c'est pour ça que très souvent, tu te branches le jour de la vente. Bon, tu vois des tendances, mais les tendances, c'est fabuleux. Tu as des outils pour calculer les tendances. Donc, tu as Draw et tu as une nouvelle plateforme. Je rebondis, excuse-moi. Interenchères. Interenchères, qui est en fin de compte quelque chose qui a été créé à l'origine par des commissaires-priseurs pour la partie judiciaire. Alors, c'était plutôt des ventes de camions, de machines à laver, des choses comme ça. Puis après, ils ont ouvert un domaine volontaire, c'est-à-dire les objets, des montres, des tableaux, des choses comme ça. Et là, ça a explosé parce que ça touche très longtemps. Il fallait monter à Paris. C'est-à-dire qu'une vente en province, tu payais pour aller à Draw, pour vendre à Draw, parce que tu avais une sorte, parce qu'en plus tu as un magazine lié, etc. Tu avais une sorte d'aura mondiale. Maintenant, tu fais autant un score fin fond de la province qu'à Paris. C'est fou. Du fait de ces réseaux. Voilà. Donc, on en finit, tu as la presse, et tout ça, ça doit être dans le timing, au bon moment de la vente. C'est-à-dire qu'en gros, la vente, c'est le dimanche. Et alors, là, par exemple, sur la dernière vente, tu analyses, tu la mets 15 jours en ligne déjà. Donc, les gens, ils ont le temps de voir. Mais il faut savoir que des fois, tu as 50 ventes dans la journée, et tu peux avoir 4 ventes de montres en Europe dans la même semaine. Oui. Et à partir du jeudi, tu vois, la vente est dimanche, à partir de jeudi, on est peut-être à 3 à 4 000 vues. D'accord. Et le vendredi, t'as pris 100 000, t'arrives au dimanche, tu vas des fois jusqu'à 400, 500 000 vues de l'objet. Tu sais qui a cliqué sur quoi, combien de temps, et qu'est-ce qui arrive en vedette. Alors, une fois sur deux, c'est Rolex. Si tu vends des sacs, ça sera Hermès. Mais ça te fait des tendances. Tu as même un calculateur qui te dit, il y a des gens qui ont laissé des ordres invisibles. Tu sais pas combien ils ont laissé, mais tu as, par exemple, sur ce lot, tu as 25 ordres invisibles. Donc, ça te donne, voilà, ça te donne des tendances. Après, évidemment, quand tous les gens, parce que bon, du
fait de mon âge avancé, moi, ça fait quand même, depuis 2005, je fais des ventes. Donc, tu as un public de fidèles. Il faut savoir que les gens viennent pour toi, pour ce que tu es. C'est un métier, tu donnes beaucoup, beaucoup de toi-même parce que, comme je te dis, l'objet vit. Donc après, là, par exemple, tout à l'heure, la personne a acheté une très belle Breitling dans la dernière vente. L'aiguille est tombée. Parce qu'il aurait fallu que je lui fasse une notice énorme, c'est un chronomatique, tu vois, ces montres, comme la Monaco d'ailleurs, avec la couronne à gauche des années 70. Et il a appuyé comme un fou sur le chrono, ça fait sauter l'aiguille. Donc, tu vois, ça s'arrête pas le jour de la vente. Donc, tu les suis, ça te permet de créer des liens, tu les retrouves la fois d'après. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand tu as des gens, des très gros collectionneurs ou moindres. Alors, moi, il faut savoir que j'ai fait ces ventes. Je me prends autant mon pied en vendant un réveil Mickey neuf dans sa boîte qu'une Patek. Et j'ai fait des ventes pour qu'elles soient accessibles à tout public. Moi, je peux te dire, j'aurais formé un paquet de jeunes qui sont devenus des gros collectionneurs. Si j'invente un truc dans ce business, c'est de travailler autant sur un produit à 300 balles qu'un produit à 10 000. Ouais. J'ai le même affect pour ces produits et très souvent, ayant eu peu fortuné, j'ai travaillé beaucoup sur les produits sportifs qui ressemblaient à des grands mais qui étaient peu connus. D'accord. Et c'est ces fameux produits qui ont explosé. Je sais pas, je me rappelle, si tu me parlais d'objets qui m'ont marqué aussi, j'ai vendu une Polaris, une des premières vraiment Polaris qui avait fait un très gros prix. D'ailleurs, je crois qu'elle était partie au musée Gégère. Donc, c'est ce même Vox énorme qu'ils ont réédité plusieurs fois. Évidemment, on parle d'original, celui de 65, et qui a 3 couronnes et qui avait une spécificité. C'est une très grosse montre de plongée qui sonnait sous l'eau. Donc, c'est un objet, à l'époque, qui avait fait 5-6 000 euros. Maintenant, ça vaut 30 000. Et qui inspire, faut savoir qu'aussi, quand tu vends des objets anciens et un peu historiques, les gens les redécouvrent parce que très souvent, les marques actuelles les rééditent. C'est vrai qu'on a vu, on a vu une tendance des marques à rééditer. Par exemple, tu prends le cas d'école qui est Breitling, qui est une de mes grandes spécialités. Les gens, j'ai juste de redécouvrir le Top Time. Les Top Time ont fait x2 là. En 3 ans, ils ont fait x2 parce que la réédition a très bien marché avec tous leurs cadrans de couleurs, etc. Par exemple, Breitling était connu depuis que le nouveau patron qui est exceptionnel et en fin de compte, ils étaient très connus pour l'aviation. Ouais. Et il a ouvert les tiroirs historiques où il a commencé à rééditer des choses qu'ils avaient fait dans différentes époques et les gens ont découvert, ils savaient pas. Très souvent, les gens viennent découvrir aussi. Il faut savoir qu'en plus, en vente, ce qui est intéressant, si tu viens, je t'invite à venir à Bordeaux, passer un petit week-end. Les expos, c'est le 22, le 23. Tu vas te pointer et tu auras un musée à ciel ouvert où tu peux tout acheter. Et là, tu vas avoir 100 montres qui vont se balayer des années 40 aux années 2010. Est-ce qu'il y a des défis lorsque tu fais une vente aux enchères ? Enfin, peut-être un ou plusieurs défis. C'est un métier qui est compliqué parce qu'en fin de compte, tu peux faire tout le plus beau trouver les montres, le plus beau catalogue au monde, qui sortent au bon moment, que tu aies la presse au bon moment, que tu aies répondu à tous tes clients. Si c'est un bid pour X raisons, ce jour-là, il y a les tours qui s'effondrent, il y a la coupure de réseau, il y a la Coupe du Monde ou je sais pas quoi, tu fais 0 ou tu fais très peu, t'as perdu, parce que je te rappelle que notre métier, c'est on gagne un pourcentage sur les ventes, puisque c'est un commissaire-priseur qui enregistre tes ventes. Tu as des frais, c'est l'État qui prend aussi, hein, donc c'est un officier ministériel qui te vend tes objets. Toi, tu es le concepteur de la vente et tu as trouvé les objets. Mais ton métier, c'est si tu arrives à vendre les objets, tu auras un pourcentage d'expertise qui fait partie dans les frais, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Hein. Mais si pour X raison, ça se passe pas bien, déjà tu as travaillé 3 mois pour rien, tous les gens qui t'avaient fait confiance, évidemment, corrigent. Oui, voilà. Et puis en même temps, tu dois retravailler derrière pour tout redonner aux gens. Et tu sais très bien qu'une pièce, quand la personne arrive, il l'a révisée, elle est nickel dans sa boîte. Il faut savoir, par exemple, dans la prochaine vente, en écrin, ça représente 100 écrins. Ouais, donc il y a des écrins, c'est des caves à cigares. Hein. Donc,
as une histoire d'étiquetage. Maintenant, tu vois, j'ai lancé un truc maintenant, je prends en photo les écrans. C'est-à-dire que le gars, il a distance. Là, j'ai une autre lance. Tu verras ce qui est rigolo. Tu aimes bien ce style un peu de design. Bon, t'as une cave comme ça, assis avec plein de trucs, de machin, etc. Bon, t'as la photo. Non, c'est une très, très grosse gestion. Et maintenant, c'est un nouveau métier, c'est de te faire payer. Avant, tu avais une salle. On en parlait encore à midi, où 80% de la salle, les objets étaient payés ou sur place ou dans les 2-3 jours, puisque c'était des professionnels connus. Maintenant, tu as un gars, je sais pas, qui est en Pologne, qui appuie sur le bouton. Tu as plein de clients sur ce modèle, sur ce d'amateur. La montre, j'ai une bêtise, elle fait 1000. Tu as un gars qui met 1001. Il l'a. Donc, c'est à toi que tu l'attribues. Et le gars te paye pas. Alors, il y a des moyens, évidemment. Alors, déjà, tu t'inscris, tu prends des coordonnées bancaires. Si tu payes pas, on te met sur Tennis, qui est un organisme qui te radie de tous les ventes, etc. Mais tu peux pas mettre un pistolet sur la tempe au gars pour qu'il paye. Donc déjà, tu as des produits que tu mets pas en vente parce que tu sais que tu auras des problèmes. D'accord. Et quand ça se passe bien, c'est-à-dire que très souvent, c'est des fidèles qui achètent ou c'est des gens que tu as eu avant. C'est très compliqué et pendant quasiment 10 jours après la vente, tu te bats pour que les gens puissent régler leur bordereau. Toi, ça te paraît logique, tu as un objet, tu restes devant ton écran, tu as acheté, tu n'as qu'une hâte, c'est de le recevoir, à te payer le plus vite possible pour le recevoir. Plus le transport, c'est-à-dire qu'il y a des transporteurs, s'ils ont fait un coup de pied comme un ballon de foot dans ton paquet, tu sais ce que c'est de l'horlogerie. Ouais, voilà. Oui. Donc là, pareil, j'ai un assistant qui livre dans mes ventes sur Paris. D'accord. Des fois, qui fait même à la taille du poignet. Tout ça, c'est des nouveaux métiers qui devront être inventés. Parce que les gens qui achètent, par exemple, 9 personnes sur 10 n'achetaient jamais de montre. Il y a encore, on va dire, 4-5 ans. Avant, il y avait des collectionneurs. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils regardaient même pas l'objet directement chez mon petit horloger, il la préparait, etc. Maintenant, quand tu as marqué très bon état, sortant d'atelier, comme c'est souvent le cas, le gars arrive, il la met au bout de 2 jours, elle marche pas. Allô JC, qu'est-ce que tu as marqué sur le catalogue, etc. Bon, en tout cas, merci à toi. Je t'en prie. D'être venu. Je mets le lien de ton site internet. Ouais, c'est gentil. Pour en découvrir plus. C'est ce que j'ai déjà dit, hein, nous, on est très facile parce que très peu de sites internet répondent. C'est ce que nous disent souvent les gens. Ça sera toujours répondu par mail et si tu appelles, ça bascule directement sur moi. Donc on papote. Ok. Ouais. D'accord. En France, parce qu'on vend beaucoup à l'étranger, nous. Mais en France, 80% des gens qui achètent en France m'ont avant. On parle beaucoup de l'objet avant. Et des fois, ils achètent surtout. Alors, c'est ça aussi qui est bien sur le site, puisque ça, c'est une autre activité que j'ai, mais qui est en fin de compte à peu près la même. J'ai par le site, beaucoup de gens, en fin de compte, se basculent sur la vente après. Parce que tu trouves pas tout dans les ventes. Et le site, ce qui est intéressant, c'est que moi, sur chaque pièce, moi, je suis l'expert indépendant du site, qui est basé à Bordeaux. On a un showroom. Vous nous appelez, on prend un rendez-vous. Si un jour tu viens, tu verras, c'est très sympa parce que c'est comme un petit musée et c'est très sympathique. Toi, c'est comme ici. Et chaque pièce qui est vendue sur ce site, j'offre un certificat d'authenticité, moi. D'accord. Alors ça, c'est très important parce qu'une facture veut dire quasiment rien. Je vois bien, puisqu'en plus je suis expert de la cour d'appel, moi, de Bordeaux. Si tu as acheté il y a 3 ans une certaine pièce, ça peut avoir triplé, quadruplé ou inversement. Donc la seule traçabilité pour une montre, c'est d'avoir un vrai certificat d'expert, déjà à titre patrimonial. Oui. Et au niveau des assurances, puisque actuellement, malheureusement, vous avez beaucoup, la montre beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche si jamais vous voulez en découvrir davantage sur comment fonctionne le mouvement d'une montre. À la prochaine. Merci.